Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Laure. Rebonjour Laure. Ouais. Donc moi, je suis effectivement membre de l'ACID et peut-être je dis deux mots de l'ACID pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette association. C'est une association qui a 30 ans cette année. On fête nos 30 ans et c'est une association de cinéastes. L'ACID et qui œuvre pour la diffusion des films en salle dans toute la France avec cette belle ce beau principe de chaîne solidaire en fait entre cinéastes, c'est-à-dire que ce sont des cinéastes qui défendent des films d'autres cinéastes. Alors l'ACID a une programmation cannoise aussi chaque année au Festival de Cannes avec une programmation de 9 films et c'est la seule programmation qui est qui est pensée, imaginée par 14 ou 15 cinéastes et je sais que Laure en a fait partie cette année. Et donc, moi, j'ai fait partie aussi de la programmation cannoise avec 14 autres camarades l'année dernière. Et c'est là que nous avons, on va dire, quasiment à l'unanimité, choisi le film de Laure, Soy Libre. Et voilà, donc je suis très honorée de modérer cette rencontre avec vous. Et peut-être, Laure, tu veux dire quelques mots sur ton film. Je pense que tout le monde l'a vu, donc là, ça va être l'idée de te poser des questions, de te rencontrer pendant 1 heure. Mais est-ce que tu as envie de dire, toi, quelque chose avant de démarrer ou on y va? Non, moi, bonjour déjà. Moi, je ne sais pas très bien faire ça, parler de mon film en dehors d'une question. Après, je réponds volontiers aux questions, mais en parler en soi comme ça, je ne sais pas bien faire. Alors, on y va. Il y a déjà Anaëlle qui lève la main. Donc, Anaëlle, tu peux prendre la parole. Bonjour. Déjà, bravo pour votre film. Je l'ai regardé hier soir et franchement, il m'a bouleversée. Il est très, très beau. Et je voulais savoir, est-ce que c'était volontaire? J'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas de temporalité linéaire. Enfin, surtout notamment par rapport à la taille des cheveux de votre frère. Et du coup, je voulais savoir si c'était volontaire et si oui, pourquoi. Il n'y a pas une volonté de troubler ou de fabriquer quelque chose qui soit absolument pas chronologique. Ça, c'était pas mon intention. Par contre, ce qui est volontaire, c'est de rester avec Arnaud d'un point de vue où est-ce qu'il en est, j'ai envie de dire émotionnel, enfin, d'être toujours proche de là où il en est, sachant que mon objectif, c'est qu'il aille d'un endroit, enfin, c'est qu'il trace une trajectoire. Et donc, du coup, je m'en fichais un peu que ça nous demande de revenir que ce soit pas des réalités chronologiques. Mais le film n'a pas pour but de brouiller des cartes ou voilà. Ça serait une fiction, donc je l'aurais dessiné autrement. Voilà. On serait pas reparti en arrière, par exemple. Ok, d'accord, merci. Est-ce que ma réponse est claire? Oui, c'est vraiment en fait par rapport à son développement, on va dire, personnel à l'intérieur, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Et j'ai squeezé Nathan qui avait levé la main en premier, pardon. Donc Nathan, tu peux prendre la parole, merci. Problème. Bonjour, merci beaucoup pour votre film. J'ai adoré, et notamment sur la partie, le storytelling, je trouvais que c'était super intéressant. Les apartés qui sont pas spécialement narratifs, mais par exemple ces petits moments d'engueulade ou les moments où sur la partie voix off, où vous avez gardé le moment où il dit bon, je vais faire la voix off. C'est très intéressant. Ma question, c'était combien de temps ça a pris ce tournage, puisqu'on voit au tout début du film une image plus ou moins d'archives qui date d'encore avant le début du tournage. Donc, combien de temps vous avez filmé en tout? Pendant combien d'années? Si on prend justement les prémices du film, donc les images d'archives datent de 2005. Et les derniers audios où Arnaud annonce la nouvelle de sa fille, c'est 2019. Donc, non, je dis des bêtises, 2021, janvier 2021. Grosso modo 15 ans, quoi.
Ok. Eh ben, merci beaucoup. Et merci pour ce film. J'ai trouvé ça incroyable. Merci. Il y a Salomé qui avait levé la main également. Salomé. Ah oui, bonjour. Déjà, merci beaucoup pour ce film que j'ai vraiment adoré. Et j'ai particulièrement aimé le fait que la caméra elle change de main. Et du coup, ça documente autant votre relation à vous avec votre frère et sa relation à lui avec lui-même. Et enfin, un peu tout ce que ça transmettait, autant la solitude, enfin, plein de choses. Et du coup, je me demandais quelle était votre intention pardon, avec ça. Et si c'était, enfin, pourquoi ce choix? C'était pas écrit au départ. Enfin, il n'y avait pas d'intention Quand je lui ai offert une caméra, j'avais pas l'intention d'en réceptionner des rushs et de fabriquer quelque chose avec. Mais quand une fois qu'il a été à la rue et qu'il m'a donné 2 heures et demie de rush où il nous raconte qu'il vit dans la rue, mais qu'il en fait aussi autre chose, je me suis sentie comme très clairement, quand il se filme pas que pour lui-même et ça ne m'est pas adressé que à moi, c'est adressé au spectateur. Donc même s'il m'a pas dit j'ai fabriqué quelque chose pour le film, je l'ai compris comme tel. Donc j'avais la responsabilité de l'incorporer au film quelque part. Okay. Et ce que moi j'y trouve dans ces rushs, c'est qu'en effet, c'est presque le seul moyen de raconter la solitude en documentaire, parce que disons que quand moi je le filme, il a beau parler de sa solitude, on ne la ressent en termes de cinéma que quand il est réellement seul, donc ça sert à ça. Et puis ça sert aussi à lui donner je trouve que ça lui donne j'ai envie de dire de l'envergure, dans le sens où il est dans un dispositif, il fabrique un film lui aussi. Il est dans un dispositif de se raconter avec des outils de cinéma. Et ça, pour moi, c'est la durée des plans qu'il utilise, enfin la durée des plans, combien de temps il met à se filmer. Par exemple, quand il est dans l'ascenseur, une des toutes premières fois, il est dans l'ascenseur, il se fait un selfie comme ça. Et la durée de ce plan, pour moi, c'est un plan de cinéma. On a le temps de plonger dans sa tête, en fait, et d'être avec lui à ce moment-là. Et donc voilà, ça a commencé par un endroit où je me suis sentie responsable de faire quelque chose de ces images. Et après, je pense que j'avais très, très envie aussi de montrer au spectateur ce dont il était capable artistiquement. Et puis ces images, après, elles viennent nourrir le film. Il a fallu trouver un bon équilibre ou tenter de trouver un bon équilibre, en tout cas, dans l'endroit où les placer. Voilà. Les faire dialoguer avec les images que je fabriquais moi. Okay. Voilà. Ouais, je trouve que c'est super bien réussi. Merci beaucoup. Merci. Et peut-être juste, je prolonge juste la question de Salomé. Il y a ces images, mais il y a aussi ces peintures, enfin ces dessins qui sont magnifiques, quoi, aussi, et que tu as utilisé dans le film au montage. Ça, c'était quelque chose qui est venu dans la fabrication du film, ou tu avais déjà ça en tête au départ? Dès le départ, avant même, dès le départ, et même, enfin, c'était l'endroit c'est son endroit artistique. C'est-à-dire que quand on était plus jeune, on a quand même 8 ans d'écart, donc je n'ai pas envie de dire petit, mais quand lui était vraiment encore dans la sortie de l'adolescence, ouais, même ado, ouais. Il lisait mes textes et moi je regardais ses dessins. Et il y avait déjà une validation, on se validait comme ça. Il y avait donc c'est vraiment l'endroit, c'est son premier endroit où c'était sûr que j'allais le présenter par ses dessins. Je trouve qu'on y voit sa sensibilité, là où il pose son regard sur le monde aussi. Hein. Mmh. Mais par contre, comme j'ai construit tout le scénario aussi autour de ces dessins, il y a ce que le film ne raconte pas, mais que j'aime bien raconter, c'est que le dernier dessin du film, c'est quand à un moment j'étais mise à mal
dans l'écriture du scénario. Et donc, du coup, je lui ai demandé de dessiner la dernière image du film pour se rendre compte un peu de ce vers quoi on devait se diriger. Donc, et voilà. Et donc, le dernier dessin, il date de 2014. Donc, a priori, lui, il savait vers quoi on allait. Donc, voilà. Ouais. Pour la petite note. Merci. Il y a Manon qui a demandé la parole. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Oui. Alors, en fait, moi, j'aurais voulu savoir comment vous est venue l'idée de faire un film sur votre frère et est-ce que le regard que vous portez sur lui, c'est plutôt le regard d'une petite sœur sur son grand frère ou est-ce que c'est plutôt le regard de quelqu'un de fasciné par l'histoire de cet homme, mais en dehors du cadre familial? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, c'est mon petit frère, donc déjà je suis une grande sœur. Oui, pardon. Non, c'est pas grave. Je suis plus petite que lui de taille, mais je reste même encore la grande sœur. Et alors, je vois pas très. Je répondrais absolument non sur la fascination. J'aime beaucoup mon petit frère. J'aime beaucoup. Je l'aime profondément à un endroit qui était presque plus que du petit frère. J'ai un rapport qui est presque maternel avec lui. Et c'est peut-être de ça, à cet endroit-là, que le film nous permettait de s'amuser ensemble et de ne pas être dans un rapport de pure protection et de maternité, parce qu'en fait, j'ai que 8 ans de plus que lui, donc techniquement parlant, je n'ai pas le pouvoir de le protéger comme un adulte pourrait le faire. Mais donc, de l'amour, oui, de la fascination, non. Il m'amuse, mais il me fait pas que m'amuser. Et pourquoi j'ai voulu faire ce film, le tout premier, le point de départ, c'est vraiment moi, quand je suis rentrée à l'INSAS, qui est une école de cinéma à Bruxelles, j'avais l'impression d'avoir trouvé l'endroit où j'allais m'épanouir intellectuellement, professionnellement. Et que j'étais persuadée qu'il pouvait s'y épanouir aussi. Et donc, je voulais faire du cinéma avec lui. Donc, le tout premier point de départ, donc 2005, quand je commence, je pointe une caméra, je ramène une caméra pour qu'on se retrouve. C'est ça le premier point de départ. Et puis, il va y avoir des années qui vont passer. Moi, je vais faire mes études. On va se retrouver plusieurs fois où je vais le ramener avec moi sur des tournages de fin d'études, sur des trucs qui sont du coup très techniques et qui l'ont pas du tout amusé. Il s'est même fait chier. Et puis 2012, il est à la prison des Baumettes à Marseille. Et là, je l'attends à la sortie de la prison et je lui dis on va faire un film ensemble. Et c'est plus une. Je ne lui laisse pas trop le choix. Et en même temps, il me dit oui tout de suite. Donc, il n'y a pas beaucoup besoin de négocier. Et l'idée, c'est en même temps de raconter son histoire, mais pas passée, mais plutôt de raconter une trajectoire. C'est de l'emmener c'est que le film raconte ce qui va partir d'un endroit, mais il va réussir à dépasser son histoire, changer, quoi. Voilà, le film a pour but de filmer au point de départ, c'est ça. On va filmer le changement de vie d'Arnaud. Voilà. Il va se passer là-dedans moult trucs, hein, parce que ça va durer longtemps. Mais voilà, ça c'est le point de départ. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci. Il y a Logan qui avait une question.
Bonjour. Bonjour. Déjà, merci pour ce film, très, très beau, je l'ai découvert hier soir. Et ma question, c'était, vous le filmez au final assez peu quand il est très jeune. On voit au final enfin très brièvement ses premiers rapports avec la caméra. Et au final, après, il a l'air très à l'aise et même parfois, dans certains moments, vous avez tous les deux vous êtes directement des metteurs en scène, même si on est dans un documentaire où vous réfléchissez directement comment filmer ce que vous voyez ou ce que vous faites. Je pense au moment où il brûle le scooter, où il dit non, faut s'approcher pour le filmer comme ça, si vous voulez pas. Et, je me dis comment c'est né parce qu'au final, vu que le film zappe très vite dans le temps, comment est-ce que ça a évolué, son rapport à lui, surtout à lui, son rapport à la caméra? Est-ce qu'il était plus à l'aise après? Est-ce que ça s'est très vite intégré? Bah, ça va très très vite, hein, je sais pas. Enfin, mine de rien, il y a quelque chose de générationnel, je pense. Utiliser une caméra, c'est compliqué. Ça aurait été compliqué de donner une caméra à ma grand-mère, mais donner une caméra à mon petit frère, c'est quand même, ça fait partie d'une aptitude d'une génération, quoi. Par contre, ce qui n'était pas acquis, c'était comment est-ce qu'il en faire un outil d'expression artistique. Et ça, c'était pas acquis. Et ce qui fait l'intérêt d'Arnaud sur comment est-ce qu'on fait des images, c'est qu'en fait, lui, il dessine beaucoup. Et il dessine aussi beaucoup par bande dessinée. Donc, il est très, très fort dans ce qu'on appelle le découpage. C'est-à-dire, vraiment un gros plan, un plan large, qu'est-ce qu'il faut associer comme plan l'un avec l'autre pour raconter une scène. Et ça, c'est vraiment, c'est là-dessus, c'est là-dessus qu'il focalise son attention en même temps et en plus qu'il est très fort, je trouve. Donc, et après, on était bien d'accord dès le départ, lui comme moi, ou même plutôt moi comme lui d'ailleurs. C'était dans ce sens, c'était qu'on fabriquait un film. Donc l'enjeu était quand même de trouver des outils qui sont l'image, le son et le montage pour pouvoir raconter cette histoire. Donc voilà. D'accord. Est-ce que j'ai bien, je ne sais pas si j'ai assez répondu. J'ai un doute. Non, oui, oui. Enfin, c'est votre réponse, hein. Oui, ça c'est sûr, mais est-ce que oui, le fait que plus jeune, je n'ai pas de matière à donner sur quand il est plus jeune, mais en fait non, mais ça n'aurait pas apporté de réponse là-dessus en tout cas. Ah, mais oui, non, c'est juste Ça a été très vite. d'aborder directement. Ouais, ok. Ouais. Il y a Nathan qui avait à nouveau une question, je crois. Oui, en fait, tout à l'heure, on parlait des images et il y a un point qui m'a particulièrement intrigué dans le film, c'est le plan où vous apparaissez devant devant la vitre tout en blanc, le plan où vous arrivez, je crois, au Pérou et où votre frère ne vient pas vous chercher. Et en fait, ce plan m'a beaucoup intrigué, déjà parce que, sauf erreur, c'est le premier où vous apparaissez, et aussi parce que, contrairement à tout le reste du documentaire, il est particulièrement travaillé, je trouve. Enfin, la construction de l'image est vraiment très belle. Et d'ailleurs, au début du plan, je me suis dit, waouh, c'est très étonnant, ce plan juste après plusieurs minutes de plan filmé par votre frère, où justement l'image est très rarement stable. Donc, je me demandais, à ce moment-là, ce que vous jouez devant la caméra, ça a l'air d'être plutôt de l'inquiétude, voire même peut-être un peu de déception que votre frère ne soit pas venu et que vous n'ayez pas prévenu. Et pourtant, vous faites ce plan super travaillé, quasi, je pense, l'un avec l'image le cadre le plus travaillé du documentaire. À ce moment-là, comment vous avez réfléchi pour vous dire qu'il faut quand même que je prenne le temps de me poser et de faire ce plan avant de l'appeler? Au moment du tournage?
Au moment du tournage, en fait, je suis comme une conne dans une chambre d'hôtel, donc j'ai vraiment, j'ai vraiment, à part focaliser sur le film, ce qui me permet d'éviter de focaliser sur mon inquiétude, j'ai mis ce plan en place que j'ai même, pour vous donner les recettes, tourné plusieurs fois. Après, là où j'étais un peu plus embêtée d'avoir tourné ce plan, c'est que j'ai jamais voulu le monter. Parce que je voulais pas du tout apparaître. Donc mais que comme m'a dit moult fois le monteur, il y a maintenant t'assumes de l'avoir tourné, donc il va falloir en faire quelque chose, et que c'était la seule chose que j'ai tournée qui montre cette inquiétude, cette absence, le fait qu'il vienne pas, le fait que j'aille vers lui et qu'il ait disparu. Après, en termes de montage, c'est le début d'une disparition. Il va disparaître de l'image au fur et à mesure. Donc, mon arrivée à ce moment-là vient un peu raconter un processus de disparition qui va se mettre en place. Et puis j'ai fait un film précédent qui s'appelle Dans l'œil du chien, dans lequel je filme. Il y a les mêmes protagonistes que dans Soleil Libre, c'est ma grand-mère et mon frère, mais on est du coup plus proche de ma grand-mère, et c'est quelque chose dans lequel j'ai pris l'habitude d'apparaître à l'image. Donc j'étais un peu forte de cette expérience-là, et ce qui du coup m'a permis de mettre en place un cadre. Je reprends le dispositif de l'autre film, en fait, pour être point de vue de l'image. Voilà. Mais quand je parlais tout à l'heure, je parlais de storytelling, justement, c'est ce genre de moments qui m'ont beaucoup impressionné, parce que du coup, sans spécialement travailler beaucoup sur du scénario ou du dialogue, le fait que nous, juste avant, on voit ce plan où il éclate son téléphone, du coup, on sait pertinemment pourquoi il ne peut pas répondre, mais sur le moment, vous ne pouvez pas le savoir. Et je trouve que c'était super bien amené et vraiment très, très bien, enfin, très, très intéressant la façon dont c'était traité, ce genre de choses dans le film. Voilà. Merci. Peut-être, je prolonge la question de Nathan, parce que ça parle un petit peu de ça. Je trouve que si tu peux parler un petit peu du montage du film, comment tu as travaillé avec quelqu'un, tu avais toute cette matière. Et moi, je me rappelle, quand j'ai découvert le film, il y a une montée progressive d'émotions qui va crescendo comme ça. Et voilà, on passe par. Moi, je suis passée du rire aux larmes. Il y a. Comment tu as travaillé le montage? Et ça rejoint un petit peu ce que Nathan évoquait peut-être dans la construction de ce récit-là, quoi. Alors, je ne sais pas si je vais bien répondre, parce que je sens que tu veux venir quelque part et que je l'ignore. Alors, du coup, je vais partir de manière très, très technico-pratique. J'ai 80 heures de rush et j'ai 12 semaines de montage qui sont imparties par la production. Je rencontre Xavier Sirvin, qui est le monteur du film, très peu de temps avant, et moi, on va très, très vite réussir à mettre en place un ours en 3 heures de temps, enfin en 3 semaines de temps. On a un ours qui va faire entre à peu près 2h30, ce qui est vraiment très, très rapide. Donc vraiment trouver un rapport voilà, la trajectoire. Le trajet d'Arnaud est peut-être ce qu'il y a de plus facile à trouver dans le film. Ce qui va être un peu plus compliqué à travailler, et ce qui va du coup nécessiter tout le reste du temps de montage, ça va être vraiment de réussir à créer le lien entre Arnaud et moi. Et en fait, pendant très longtemps, Arnaud était un personnage qui était fragilisé par le dispositif. Enfin, il y a quelque chose où il n'était pas... son personnage n'était pas tout de suite, on n'était pas tout de suite avec lui, pas tout de suite empathique avec lui, il passait pour vraiment un petit con pendant très longtemps. Et une fois que la fin a été trouvée, donc cette histoire de disparition où il va finir par me laisser des messages, on a pu remonter tout le fil du film pour faire réapparaître ma présence et faire justement
que ce soit une histoire de lien entre un frère et une sœur. Parce que justement, ma présence révélait son personnage, le rendait plus fort au sens émotionnel, plus complexe, plus généreux, voilà. Et voilà, et c'est là où j'ai dû un peu plus me débattre avec mon ego, dans le sens où c'est ma place. Il s'agissait voilà, quel est le personnage de la sœur, qu'est-ce qui est utile au personnage d'Arnaud. Voilà, c'était comme ça que ça s'est construit. Et voilà, et c'est le moment où je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Est-ce que je crois qu'il y avait Raphaëla qui avait aussi levé la main. Je ne sais pas si tu es toujours là, Raphaëla. Sinon, Manon, si tu veux poser ta question. Oui. Alors, voilà, c'est encore moi. Alors, ma deuxième question, c'était plutôt par rapport à une scène précise. C'est vers le début, quand vous êtes avec lui sur sa moto et que vous êtes juste derrière lui à filmer le trajet en moto. Je voulais savoir, pour vous, qu'est-ce que représente cette scène particulièrement où vous êtes avec lui sur sa moto, juste derrière lui, très très proche de lui finalement. Et voilà. Mais alors, c'est la scène d'ouverture du film, hein, de toute façon. Donc, et puis, ça revient un peu plus tard dans le film. Alors, du coup, et même, on a, à la fin du film, on a même la même chose, mais en 2005, quand il est plus jeune et qu'on est dans notre cité HLM. Et alors, qu'est-ce que ça raconte pour moi? Ça raconte ça raconte une relation, déjà. C'est une confiance énorme que j'ai en lui quand je monte sur cette moto, et c'est un sentiment de liberté que je valide dans sa prise de danger aussi. Moi, j'ai pris beaucoup, c'est quelque chose que j'ai beaucoup tourné avec lui, ça. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler très, très vite sur cette moto avec lui. C'est sur ce scooter, en réalité. Et après, le scooter était d'un point de vue scénaristique un élément auquel j'avais donné beaucoup plus d'importance qu'il n'en reste dans le film, et sûrement heureusement d'ailleurs, mais c'était c'était presque un peu une monture comme le cheval dans un western. C'est-à-dire que Arnaud, ces histoires qu'il a avec les scooters, c'est une sacrée histoire, parce que déjà, quand on habite en cité HLM, on est toujours en vie périurbaine comme ça, et il n'y a que ceux qui sont motorisés qui peuvent du coup arriver jusqu'à la ville. Sauf alors si tu as la patience de prendre le tram, ou le métro ou autre chose Bon, ça répond à une réalité qui est très celle des cités, hein. Et Le Carnot a passé une bonne partie de son enfance et de son adolescence à piquer des scooters pour se déplacer. Et donc, c'était majoritairement sur des faits de ce genre-là qu'il se faisait arrêter et qu'il avait un rapport avec la police. Donc, et donc, j'y prêtais une attention particulière parce que j'ai évidemment pas le même intérêt que lui à ce scooter et au scooter en général. Et il s'avère, une fois que j'étais dessus sur le scooter avec lui, j'avais vu pas le rapport de la grande sœur qui est en fait, et je suis jugeante par rapport à lui sur le fait qu'il vole des scooters, ça m'agace. Mais une fois que je suis avec lui, mais je m'amuse avec lui.
Donc, pour synthétiser ma réponse, ça donnera un sentiment de liberté, une relation avec lui, de s'amuser ensemble, une complicité. Voilà. Un sentiment de liberté et de complicité avec mon frère. D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse. Avec plaisir. Mais je dis juste avant de donner la parole à Logan, effectivement, dans ce premier plan qui est, moi, je trouve super, quoi, il y a beaucoup, beaucoup de choses du film déjà, quoi. Parce qu'il t'embarque aussi, c'est lui qui t'embarque aussi dans cette aventure, quoi. Et il y a cette confiance et il y a un peu ce danger qui est déjà là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses et il est très, très beau. D'ouvrir le film comme ça, c'est super, quoi. Logan, pardon, je te donne la parole. Oui. J'avais une deuxième question. C'était vis-à-vis, spécifiquement sur la scène où il retrouve sa grand-mère, scène extrêmement émouvante, et où à ce moment-là, on voit, enfin, nous, de notre point de vue, on voit comme s'il y avait des cuts, parce que j'imagine que vous êtes déplacé à ce moment-là, et malgré le fait que ce soit une scène qu'on peut juger extrêmement intime, et je me disais, est-ce que sur le moment, vous aviez des interdits, est-ce que vous vous sentiez limité? Est-ce qu'il y avait, enfin, comme ça, des limites que vous fixiez, que vous vouliez pas transgresser? Et du coup, comment vous appréhendiez comme ça des moments qui pouvaient être, et je suppose des moments qu'on voit pas aussi, mais du coup des moments comme ça qui pouvaient être soit trop intimes ou trop personnels. Enfin, voilà. Oui, on peut. Oui, j'en ai sûrement des limites morales. Je pense que. Mais en fait, moi, ma vraie limite, en fait, c'est qu'est-ce qui est intéressant pour le. Enfin, c'est pas du coup une limite, mais c'est vraiment qu'est-ce qui est intéressant pour le spectateur. Et donc, qu'est-ce qui fait que ça nourrit le récit, en fait. Je pense que c'est ça ma limite, en tout cas au montage. Après, au tournage, je pense que je pense déjà beaucoup aux spectateurs. Donc, qu'est-ce qui est intéressant pour nourrir le récit? C'est quoi l'histoire que je raconte? Et pour cette scène-ci en particulier, pour la limite, ça a été moi, parce que je me suis mise à pleurer. Et il s'est mis à pleurer, du coup, je me suis mise à pleurer. Du coup, j'ai laissé le son, mais j'ai coupé la caméra, puisque je n'arrivais plus à cadrer. Donc, c'était pas une limite morale, c'était une limite physique aux choses. J'étais très étonnée qu'ils partent si loin émotionnellement. Je m'y attendais pas. Et en même temps, si je réfléchis la scène, c'était évident qu'il allait être très ému. Et sinon, c'est découpé. Je me déplaçais dans l'espace. Voilà, ça permet de monter dans le texte, de ne pas être que sur la bouche des personnages. Voilà. D'accord. Est-ce que j'ai répondu? Oui. Ok. Et il y a une question de Rafaela, donc, qui avait levé la main, mais elle a des problèmes de connexion, donc je te lis sa question, Laure. En écho à ce moment où ton frère dit « Pourquoi tu filmes? Il n'y a rien de spécial ». Que pouvez-vous nous dire de ce parti pris de garder ce genre de dialogue, de filmer des choses qui peuvent lui paraître futiles et de la verbalisation de ce décalage? Et aussi, étiez-vous seul sur ce tournage ou y avait-il des techniciennes ou des techniciens? Voilà. Je vais répondre par la fin. J'étais seule, mais j'avais des coéquipiers j'étais seule au tournage, mais j'étais très, très épaulée, chapeautée en amont. C'est-à-dire,
surtout avec quel micro je pars. C'est le dispositif de prise de son qui était le plus encombrant, à vrai dire. Donc là, j'ai plein d'amis qui venaient à chaque fois m'aider, puis qui réécoutaient les fois où j'étais partie avant et qui voyaient les problèmes, essayaient de les résoudre avec moi. Donc voilà, mais une fois sur place, j'étais seule. Alors, pourquoi est-ce que je monte le fait qu'ils trouvent que c'est superficiel, parce que en fait, je raconte aussi enfin, au-delà d'une relation entre un frère et une sœur, c'est aussi une relation au film. Donc, c'était qui avait parlé? C'est Nathan qui appelait ça du storytelling. Je me suis sentie con quand il a utilisé le mot tout à l'heure. Je me suis dit, oh là là, est-ce que je vais savoir ce que c'est? Mais ça y est, évidemment, j'ai compris. Mais ça, le film est presque un personnage. Enfin, je dis personnage. En tout cas, il est sujet du film. Donc, et là, en l'occurrence, il trouve ça. C'est le moment avec le scooter quand il va le brûler qu'il trouve ça. Et puis, il y a 2 fois où il trouve. Il y a plusieurs fois où il dit qu'il en a marre aussi du film. C'est tout. En fait, je crois que moi, ce qui m'intéresse dedans, c'est qu'il l'interroge. Déjà, là, il se débat avec son ego à ce moment-là où il dit ça parce que il avait quand même inventé une super scène. Il a piqué un scooter, il nous emmène dans un super décor, il a mis un super costume, et puis bam, patatras, son truc il marche pas. Et moi, je trouve que bam, patatras, heureusement que ça marche pas, sinon il n'y aurait pas eu de scène, enfin, elle n'aurait pas été aussi intéressante, donc elle serait pas dans le film. Et là, tout l'intérêt de la scène, c'est que ça marche pas et que du coup, tu as 2 points de vue sur le monde qui s'affrontent, tout en rigolant. Je veux dire, est-ce que c'est important? Et la question qui en demeure, c'est est-ce que c'est vraiment important ou pas qu'il ait volé ce scooter? La réponse est évidemment pareil. Non, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'il ait volé ce scooter 6 mois avant, qu'il ait pensé au film tous ces 6 derniers mois et qu'il ait mis tout ça en place. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse. Et voilà, comme ça nous a permis d'inventer une super fin. Voilà. Mettre feu au scooter, c'est ce qu'il y avait de plus cinégénique. Aussi peu moral soit cette scène. Enfin, morale, on s'entend, mais ça menait à ça. Donc voilà, donc la réponse à pourquoi est-ce que je laisse ça au montage, parce que le film est un enjeu. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Raphaëlla, si tu veux nous faire un petit signe, tu nous dis. C'est l'affiche du film d'ailleurs, non? Enfin, le scooter, on voit, non? Si ma mémoire est bonne. Il y a plusieurs affiches du film. Il y a celle que j'ai dû faire moi en prépa de Cannes, qui est mauve. Tiens. Il est de dos. Et puis, il y a eu l'affiche finale pour la sortie du film, qui est une superposition de forêt et de feu. Ouais. Et il y a Salomé qui avait levé la main aussi. Je te donne la parole, Salomé. Oui, voilà. J'ai aussi une question parce que j'ai senti qu'il y avait une dimension politique dans le film, notamment quand votre frère il raconte qu'il a toujours été perçu comme un étranger et que du coup il a été éduqué comme ça et que c'est aussi pour ça qu'il va à l'étranger. Enfin, ça montre quand même pas mal d'incompréhension de la société, pas mal d'organisation de la société, quoi. Et du coup, je me demandais si c'était aussi une conviction de votre part de traiter de partir de l'intime pour traiter d'une réalité politique sûrement, ou pas du tout? Mais je pense que dans cet endroit-là, c'est presque le plus flagrant de discours, mais ce qui est profondément, ce qui sera plus de l'ordre du politique, c'est le fait c'est le film, c'est la trajectoire réussie pour moi. Là, il est dans le discours. Il est dans le discours d'un
un endroit où on l'a enfermé. Arnaud, il se défend d'un endroit où on l'a enfermé et où le regard des autres l'a enfermé. Et tout le film parle de ça aussi. C'est pas que cet endroit-là, c'est ça que je veux dire. La souffrance sociale dont il a du mal à se défaire, c'est un regard, c'est du regard jugeant d'une certaine personne sur lui. Mais il le dit à plusieurs endroits. Il le dit aussi un peu plus tard en disant ton film, tu vas le montrer à qui à des bobos de la culture. Là aussi, il y a des enjeux de comment est-ce qu'on m'a traité parce qu'on m'a regardé comme en gros comme quelqu'un qui n'est pas digne d'avoir une place dans la société. C'est ça dont il souffre. Mais c'est toute l'histoire du film répond à ça en fait. Il faut quand même qu'il parte à l'autre bout du monde pour trouver son endroit. Et voilà, si j'employais le mot politique, donc du coup de l'intime, c'est quoi la question? C'est que partir de l'intime pour aller vers le politique, ça fait très rédac de bac, ça, mais mais c'est là, tout, donc des scènes associées aux autres, les unes à côté des autres, font que oui, moi ce que j'interroge à l'endroit du politique, c'est comment se fait-il qu'il y ait des gens qui appartiennent au corps social et d'autres pas. Voilà. Et la force d'Arnaud, c'est d'avoir su peut-être quitter la France pour se réinventer plutôt que de rester dans cette cité HLM. Merci. On va arriver à la fin. Est-ce qu'il y a des dernières questions que vous avez envie de poser? Alors, moi, je voulais savoir, Laure, des fois, quand on monte un film, on a d'autres films en tête, peut-être, qui ont pu nourrir ton imaginaire de cinéphile ou de fabricante de films. Est-ce que c'était le cas là, ou est-ce que... Oui, j'en avais. J'en avais même plein et pas tous du même, pas tous pour les mêmes raisons. Là, je pense à un film russe de Vitaly Knievski qui s'appelle Nous les enfants du XXe siècle, où je retiens de lui quelque chose de très pas sympathique vis-à-vis des gamins qui sont dans la misère. Il a un côté un peu maltraitant comme ça, mais je trouve que il a une force, il les redresse. Enfin, il y a une force de très, très, très vitale dans ce film, de absolument pas être dans une compassion nièvre vis-à-vis de celui qui soi-disant serait dans la souffrance, mais voilà, que par amour, tu veux redresser l'autre et non pas être complaisant. J'aimais beaucoup ce film, il est quand même de toute façon de base très puissant. Il y a des films documentaires comme il y en a deux là, comment il s'appelle Gigi, Monica et Bianca de Benoît Dervaux, qui est notamment aussi le cadreur des Frères Dardenne, qui fait pas mal de documentaires. Ce que j'aimais beaucoup, c'était une caméra qui est hyper bienveillante, sans qu'elle protège ses personnages. C'est des gamins, c'est des gamins. Elle a 15 ans, lui il a 17 ans, et ils vont avoir un bébé, et ils vivent dans les rues à Bucarest. Et on sent que voilà, la caméra adulte protège beaucoup ceux qui filment. Et c'est extrêmement bien monté. C'est Marie-Hélène Dozo, qui est aussi monteuse d'Ardennes, de Minervini,
du coup, quel est un montage qui ramène un temps de cinéma dans les scènes du film réel, mais il y a un temps qui est celui du cinéma. Combien de temps qui permet de rentrer dans la tête des personnages, qui permet de revenir à soi, qui permet d'écouter, mais voilà, d'écouter et de vivre la scène aussi. Et il y a le film de Didier Nion, qui est aussi dans le même truc qui s'appelle 17 ans, qui est aussi dans un rapport très de protection, une caméra qui protège, comme ça. Mais alors, ces deux films-là m'ont beaucoup frustrée, parce que justement, l'écart d'âge, c'est quand même deux fois des hommes qui ont plus de 40 ans, qui filment des adolescents. Et donc, évidemment, la figure du père est plus facile, existe, elle est réelle. Et en plus, c'est des hommes qui remplacent des pères qui n'existent plus, donc au moins, ils ont une vraie fonction à remplir. Moi, je mesure 1m60, j'ai 8 ans d'écart avec Arnaud, et en fait, j'ai des névroses assez proches des siennes, donc en fait, je ne pouvais ni le protéger, ni le contraindre, on était... on a une relation qui est beaucoup plus égale. Voilà. Et après, de manière des fictions, il y a Sailor et Lula. Voilà, le feu, pour moi, Arnaud, il a un côté Nicolas Cage. Voilà, il n'osera pas le manteau en peau de serpent, mais quand même, les cheveux gominés, ça lui allait tellement bien. Et puis l'énergie vitale qui passe par le feu dans le film de Lynch, et j'en avais très fort envie. Moi, j'aime beaucoup ce qui brûle aussi quand même. Et un autre, mais qui passe pour un film un peu intello, mais parce qu'il est plus il est plus de genre, dans le sens où il part dans les microparticules comme ça. C'est un film qui s'appelle Walkabout, ou La Randonnée merde, comment il s'appelle, Rogue, là. C'est comment il s'appelle, Nicolas Rogue, je sais plus. Et lui, c'est une relation, c'est deux, je sais plus s'il tue le père en début de film ou si le père se suicide, mais bref, il se retrouve dans des... C'est une grande sœur et un petit frère qui se retrouvent dans le désert australien et qui vont faire une trajectoire. C'est un rituel initiatique de passage à l'âge adulte. Et le film est magnifiquement bien filmé. Voilà, mais c'est une fiction aussi. Donc, bon, voilà, c'est ces films-là qui viennent à chaque fois un peu nourrir mon imaginaire, mes désirs de montage, et un rapport au personnage qui est Arnaud aussi. Voilà. Merci, c'est éclairant, quoi, tout ce que tu racontes là. Et je vais passer la parole à Nathan, mais avant, il y avait quelqu'un aussi qui avait posé une question. Oui, est-ce qu'Arnaud a vu le film? Alors oui, Arnaud a vu le film juste avant qu'il parte à Cannes l'année dernière. Il est venu passer 10 jours chez moi, à Bruxelles. Donc moi, je viens à Bruxelles. Et donc, il voulait absolument pas aller à Cannes. Ça, c'est d'une part parce que le cinéma, ça reste superficiel quand même. Faut pas oublier, selon son discours. Je tiens quand même à préciser que à la fin du film, quand il me dit que tout ça est bien superficiel, c'est qu'il va quand même continuer à tourner et à filmer les émeutes, sa chérie et tout, et m'envoyer des images. Donc voilà, il raconte dans la scène en réalité qu'il en a marre que je le filme, tout simplement. Mais bon, je le taquine encore là-dessus. Et non, il ne voulait pas être confronté à des gens qui regardent sa vie, c'est ce qu'il disait aussi. Ça, je peux plus l'entendre. Même si, une fois qu'on est parti, donc, on a loué une salle, il l'a vu en salle, et une fois qu'il a vu l'objet, il n'était plus dans ces contraintes-là. Il a critiqué les 20 premières minutes du film, dit que c'est mal monté, qu'il y avait de la matière pour faire quelque chose de beaucoup mieux. Mais ça,
voilà, j'apprécie toujours nos désaccords. Et il me reproche de ne pas avoir monté des scènes qui étaient très importantes pour lui en termes de réalité de fait. Il avait, comme ça, on a perdu notre mère en 2017, et donc il y a une scène comme ça qu'il avait d'ailleurs beaucoup mis en scène, où il demande à ce que j'allume la caméra alors qu'on est dans la chambre des pompes funèbres avec elle, et que du coup on se retrouve tous les deux autour d'elle, et la scène est très forte parce qu'elle raconte aussi nos désaccords sur des endroits d'amour et d'un rapport à la vie, et qu'en même temps elle raconte toute l'allégeance qu'Arnaud prêtait à sa mère, et donc il me reproche énormément d'avoir du coup favorisé la scène avec notre grand-mère et non pas celle avec notre mère, comme si on trahissait quelque chose de l'ordre de la filiation. Et donc voilà, donc je lui ai longuement expliqué, mais il était sûr, mais que c'était une scène qui allait tuer le film, en fait, elle était trop dure pour que le spectateur dépasse la violence de ce qui s'y jouait. On a quand même un corps mort à l'écran, tout ça. Et au-delà de ça, c'est que dans la scène avec notre grand-mère, il énonce son rêve. C'est une scène qui mène vers la fin du film. Donc voilà, mis sur banc de montage, c'était évident que l'une était plus forte que l'autre. Voilà. Et la dernière chose qui s'est passée, c'est qu'il a dit, enfin, une fois que le film était fini, il a dit il n'y a pas de hasard, comme ça. Il est parti un peu en un truc un peu secret, enfin un truc un peu. Et en fait, il a mis, enfin c'est moi qui interprète, mais il a mis en lien les difficultés qu'il avait à investir sa paternité, qui est raconté en fin de film, avec le fait qu'en début de film, il parle de cette relation désastreuse qu'il a avec son père, et du coup, il a été passé un mois chez son père. Donc voilà. Merci. Alors, il y a Nathan qui a une dernière question, peut-être, Nathan? Oui, tout à fait. J'ai beaucoup d'autres questions encore, mais bon, je me dis qu'on n'a pas le temps. En fait, moi, c'était par rapport, tout à l'heure, on parlait de vos inspirations à vous. Par rapport à celle d'Arnaud, est-ce que vous savez si le groupe de musique PNL, c'est quelque chose qui a pu l'inspirer? Parce qu'en fait, ça me fait énormément penser à l'imaginaire de PNL, cette colère un peu refoulée, cette mise en scène beaucoup, et aussi ce rêve de l'exotisme et du fait de voyager, de partir. Ce sont des choses que véhicule beaucoup le groupe de musique PNL, qui vit en plus à l'origine, au tout début de leur carrière, ils étaient je crois ils étaient au Tarteret, dans un quartier un peu défavorisé. Donc je ne sais pas du tout si vous savez quelles sont ses inspirations quand Arnaud commence à mettre aussi des scènes, de la mise en scène. Par exemple, vous disiez tout à l'heure, il s'est bien habillé pour la scène du scooter. C'est une façon de s'habiller aussi qui, par exemple, me fait penser à ce groupe. Est-ce qu'il y avait des choses comme ça que vous saviez qui étaient très conscientes pour... C'est les cheveux gominés qui font penser à PNL. Mais non, alors en fait, PNL arrive trop tard dans l'histoire du rap pour que ça intéresse Arnaud. Il est né en 91, donc lui, il est plus de la génération rap hardcore. Enfin, c'est plus Lunatic qui va être le début qui va faire son adolescence. Enfin, je dis Lunatic et d'autres, hein, mais il va très vite donc, vu qu'il y a 15 ans d'histoire, on pourrait mettre 15 ans d'histoire musicale, ou 15 ans si on parle de référence musicale, mais au moment du scooter, il se prend plus pour un gitan. Il a quitté le rap pour un folklore gitan, si tu veux. Et donc, chaque voyage se rapproche plus du coup à chaque fois de la musique, de l'endroit où il est, je pense,
que de l'endroit d'où il vient. Et que moi, je vois ça. C'est très différent Mais oui, aussi. mais non, mais ça sera peut-être plus moi qui du coup va être qui écoutera plus de rap aujourd'hui. Le chemin est presque en croix. Tu vois. Il part du rap pour aller vers le folklore. Je viens peut-être du folklore pour aller vers le rap. Il y a un truc, mais voilà. Moi, j'ai pas pensé à PNL en montant le film en tout cas. Merci et encore une fois, merci pour le film. On va clôturer la conversation. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Et peut-être, Laure, tu peux nous donner quelques nouvelles du film. Il est sorti il y a quelques semaines. Et puis nous dire vers quel nouveau horizon tu vogues pour la suite. Bah oui, le film, il est sorti le 9 mars. Donc, je l'ai un petit peu accompagné. Je ne sais pas très bien quoi vous en dire. Enfin, c'était très intéressant. C'était intéressant. Moi, je découvre en même temps. Donc, je l'accompagnais en salle, dans des endroits où… Et parfois, pas que. C'était parfois pas que de la salle, d'ailleurs. Enfin, il y a eu des endroits qui étaient riches d'expériences aussi, de montrer dans des endroits où les gens ne vont pas au cinéma aussi. Bon, bref. L'amener jusque dans notre ville natale aussi, c'était des moments un peu d'émotion comme ça, de découvrir voilà, comment le public il interprète et il s'approprie le film aussi. Ça, c'était assez beau, j'ai bien aimé. Voilà, mais je ne sais pas très bien ce que je pourrais dire. Il est encore en salle ou il est encore en salle? Écoute, j'ai reçu un mail ce matin de quelqu'un qui l'avait vu ce week-end en salle, donc je suppose que oui. Il doit être encore dans quelques endroits. Je ne sais pas. Voilà, je sais pas très bien. Alors, il y a Roman qui nous dit qu'il passe encore au Saint-André-des-Arts pour les Parisiennes. Parisiens. Voilà. Merci. Des gens qui s'informent. Moi, voilà. Là, il est encore au Saint-André-des-Arts. Je sais pas, mais je ne sais pas où. Et voilà. Voilà, que dire de plus? Et puis sinon, oui, voilà, j'écris autre chose maintenant. C'est aussi ça de finir 15 ans de film, c'est de pouvoir tourner la page. Voilà. Eh ben, on a hâte de voir. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Laure Portier. Merci, Aurélia. Et merci à tous les étudiants pour vos questions. Il y avait peut-être une dernière question de Logan, je crois, qui vient de lever la main. Je ne sais pas. C'était juste un rapport au chat. Peut-être que vous y répondre après, mais oui, je m'étais demandé aussi, est-ce qu'il y a moyen de trouver votre premier court-métrage? Parce que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Ah, il n'est pas sur Universiné? Il y était à un moment, dans l'œil du chien. Universiné, oui, c'est une plateforme. Ouais. Ah, ok. Ouais. Il me semble. Après, j'avais été contactée par Mediapart pour le. Mais il faudrait que je relance le truc qui voulait aussi le passer. Mais non, s'il n'est pas sur Universiné, peut-être, je sais pas, peut-être, non, je vais vérifier moi, je vais noter. Je vais vérifier s'il n'y est pas, je vais essayer de le mettre de dire à la production de le mettre sur un autre endroit, parce que c'est vrai que c'est le moment. Parce qu'en plus, il dure 38 minutes, donc c'est le seul. Alors, a priori, il est sur Universiné et Violaine nous dit que le film sera commercialisé en DVD et VOD le 21 juin. Et le court-métrage dans l'œil du chien sera également sur le DVD. Elle est là, Violaine? Elle n'est pas très loin. Salut, Violaine. Oui. Salut. Salut. Bonjour à tous. Je me suis permis de glisser les quelques infos par de la distribution à ce sujet-là. Voilà. Je recoupe. Ok, super. Donc 21 juin.
Tout à fait. Il sera Trop bien. commercialisé voilà, sur les points de vente habituels, notamment Fnac, dans les librairies et sur plusieurs sites internet, voilà, en DVD et disponible sur pas mal de plateformes en VOD aussi. Voilà. Ah oui, et vous reprenez aussi Dans l'œil du chien en VOD? Non, ça pour le coup, Dans l'œil du chien sera seulement édité en DVD. Le reste des droits restent à Perspective Film, y compris pour la VOD. Mais effectivement, Adrien l'a confirmé, il est déjà visible sur Univers Ciné, hein, ce cours. Yes, Je ne sais pas s'il est sur d'autres plateformes, mais voilà. Voilà. Eh ben, merci pour tout. Merci Laure Portier. Merci Aurélia. Merci à tous les étudiants. À très bientôt. Merci. Et bonne chance donc à Essol Libré pour la compétition Coup de cœur des jeunes Acide France Culture. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.